Bien, nous allons passer à notre dernière table ronde de ce deuxième jour et de cette soirée, que je ne me trompe pas de jour. Nous sommes donc mardi 15, tout va bien. Devenir résilient, une ambition pour un mieux-être psychique. Alors tout au long de cette journée, on a essayé de définir la résilience, de voir quelle était la place dans la société de ceux qui sont physiquement, psychiquement, pardon, fragiles, et de quelle manière ils pouvaient trouver en eux-mêmes, mais aussi avec un accompagnement et avec bien évidemment l'aide des autres et une écoute bienveillante, la possibilité de pouvoir agir sur eux-mêmes pour mener une vie meilleure. Alors là, j'allais dire l'étage est un peu au-dessus de la fusée, puisqu'il s'agit d'une ambition, et quand on a un mot comme ça veut dire que finalement, il y a un cap que l'on souhaite franchir. On va attendre que l'ange bruyant passe. Et donc, la simple question de devenir résilient, c'est quand même quelque chose qui fait question de devenir résilient. Je veux dire que c'est pas. Donc il y a un mouvement, il y a quelque chose, il y a. Devenir, c'est je crois un verbe d'état, si je me rappelle de ce qu'on apprend à l'école. Donc voilà, il y a tout ça, ça se construit. Qu'est-ce que ça signifie? On va peut-être commencer par vous, Julien. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, vous êtes Julien Fousson, vous êtes psychiatre. Euh, comment est-ce qu'il faut vraiment avoir une ambition pour un mieux-être psychique? Je veux dire, la question telle qu'elle est posée, elle est un peu curieuse. Je veux dire qu'elle sollicite forcément la polémique. Est-ce qu'il faut une ambition pour un mieux-être psychique, tout simplement? Alors, c'est une bonne question. Bon, je sais pas. Derrière ce mot ambition, en tout cas, renvoie à un modèle, quelque part quand même, d'être humain, de société. Il faudrait aller de l'avant, devenir meilleur. Moi, je trouve que la question posée comme ça, c'est aussi comme si les personnes n'avaient pas attendu pour tenter, comme si les personnes avaient attendu qu'elles nous rencontrent pour chercher à franchir un cap. Je pense que depuis tout petit, enfin voilà, on fait tous ce qu'on peut pour essayer de s'en sortir au mieux dans la vie. Enfin, je pense que je dis un lieu commun là. Et effectivement, c'est des choses qu'on redécouvre et qu'on met en mots, peut-être pour pas perdre de vue l'humanité de nos patients, si je parle en tant que psychiatre, ou des personnes accompagnées dans nos dispositifs médico-sociaux. Voilà, je pense qu'elles vivent avec ce qu'elles sont, avec leur projet, et l'ambition n'est pas toujours un projet personnel, enfin j'espère, et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'autres ambitions dans la vie que d'être ambitieux. Dans la notion de résilience, il y a aussi cette notion de rétablissement. Mais le rétablissement, on a l'impression que c'est forcément quelque chose de sympathique, une bonne nouvelle, et que on court tous vers le rétablissement dès lors qu'on est en souffrance. Mais est-ce qu'on peut mener une vie satisfaisante à l'égard au regard de ses propres critères, sans qu'on puisse parler d'un rétablissement ou même d'un miracle, pour emprunter vocabulaire autre? Ça, c'est vraiment quelque chose des questions que j'ai appris à me poser au contact de certains patients, en fait, dans le cadre d'une équipe mobile. Parce que quand le terme de rétablissement est arrivé en psychiatrie en France, et voilà, j'ai plutôt trouvé ça quelque chose de porteur et d'interpellant pour les équipes. Ça obligeait les équipes à se réinterroger, que ce soit encore une fois les équipes sanitaires ou les équipes médico-sociales, et ce qui est une bonne chose. Je pense que voilà, c'est l'essence d'être soignant, c'est de se poser des questions et d'être un peu inconfortable quand même, pas trop, parce que sinon c'est difficile d'aider l'autre, mais un peu quand même. Et avec cette équipe mobile, j'ai été amené à rencontrer des personnes qui avaient clairement des gros troubles psychiatriques qui évoluaient depuis des années et des années, et qui finalement avaient trouvé un moyen de vivre leur vie. Il y a une psychiatre qui s'appelle Hélène Corin, une Québécoise, qui parlait à propos de ces situations-là
non sans humour, de capitonnement de l'existence. C'est-à-dire que finalement, des personnes qui avaient... Alors, bon, c'est une blague pour psychiatre, c'est bien. Je parlerais peut-être de cocon ou d'interface, en tout cas. Souvent, la famille qui assure cette interface avec le monde permet de vivre une sorte de marginalité tranquille ou voilà. Et je trouve que du coup, ça interroge le modèle du rétablissement et il ne faudrait pas que ça devienne une nouvelle étiquette qui enfermerait les personnes, encore une fois, sans remettre en cause ceux pour qui, au contraire, c'est quelque chose de très salvateur que ces notions arrivent dans le paysage, que ce soit les personnes ou les professionnels. En fait, le plus important, c'est de trouver un sens à sa vie et de trouver le sens de sa vie. Enfin, donc, effectivement, rétablissement ou pas, c'est une question qui finalement est assez accessoire par rapport à la façon dont on trouve aussi pour soi des solutions. Je me tourne vers vous, Lydie Gibet, on va revenir à ce concept de résilience, parce que c'est quand même le thème de la journée, moteur de rétablissement entre guillemets. Jusqu'à présent, on a surtout parlé de la résilience des personnes, c'est-à-dire finalement de la façon dont on trouve des ressources pour vivre, parfois malgré, on verra avec, parce que c'est autre chose. Mais vous souhaitiez nous parler de la résilience des équipes, des services, des organisations. C'est très curieux comme concept. Comment des groupes peuvent-ils être résilients? Enfin, expliquez-vous, vous avez 3 minutes pour nous convaincre. Voilà, disons, la pression. Un peu plus, oui. Oui, en replongeant un peu dans le concept de résilience, parce que psychologue de formation, ça commence à être loin tout ça. Il y a quand même quelque chose qui est peu développé, mais qui commence à apparaître dans pas mal de textes, qui est la question de la résilience des organisations et des services. Parce qu'en fait, quand même, quand on accompagne des personnes, on a parlé toute la journée de la résilience des personnes, la résilience donc intrinsèque, individuelle, mais ces gens, ils sont dans un environnement. Et j'ai repris une citation de Boris Cyrulnik que j'ai trouvée vraiment intéressante, qui m'a permis un peu de développer ma pensée. Je vais vous la lire. La résilience est un tricot qui noue une laine développementale avec une laine affective et sociale. La résilience n'est pas une substance, c'est un maillage. Et moi, je pense que dans ce maillage, il y a aussi les organisations, les services, les ressources externes et les équipes. Être en confrontation tout au long de sa vie professionnelle avec la souffrance psychique, c'est pas anodin. Et on ne peut pas, alors moi je dirige en plus des établissements, on ne peut pas faire... rester aveugle vis-à-vis de ça, en demandant à la personne elle-même d'être résiliente et de ne pas se questionner sur comment notre propre organisation elle est résiliente, comment elle subit les chocs des changements de paradigme actuels qui sont, pendant des années, le médico-social, on a pris en charge, oui, on a accompagné et on était les sachants, et puis il y avait les personnes qu'on prenait en charge, hein, je dis ce mot exprès. Et tout d'un coup, ces personnes ont un savoir expérientiel, et tout d'un coup, c'est nos partenaires, et tout d'un coup, on doit co-construire avec. Mais c'est pas anodin, c'est pas si évident que ça. Et je pense qu'on doit réfléchir, dirigeants, mais aussi avec les personnes concernées, avec les associations, sur cette question-là. Comment une organisation, elle fait face à ces chocs-là, et comment elle-même, elle est résiliente. Et pourquoi, pour moi, c'est si important? Parce que je pense que dans l'accompagnement des personnes qui ont des troubles graves de santé mentale, parce que c'est quand même plutôt mon domaine d'expertise et d'expérience, il faut garder une créativité. On a parlé de l'art, on a parlé de comment l'art pouvait aider, on a parlé de créer du lien, on a parlé d'enthousiasme, de donner l'envie. Je pense que garder la créativité de ses équipes et de son organisation, ça participe à la résilience des personnes qu'on accompagne. Et c'est un sujet encore peu développé dans notre secteur. Et je terminerai juste par une phrase qu'un des résidents, puisque je quitte l'établissement et je vais présenter le nouveau collègue qui me remplace. Et la phrase qu'il a dit au nouveau collègue, alors que c'est un résident qui parle très peu, il lui a dit « Ici, il faut que ça reste joyeux ». Voilà, donc c'est ça, quoi. Il ne demandait pas grand-chose, juste ça reste joyeux. Je trouvais que c'est aussi ça. Et pour que ça reste joyeux, il faut aussi que les équipes elles portent cette joie. Et c'est pas si évident que ça tout le temps. Absolument, je comprends tout à fait. Je ne sais pas si j'ai convaincu en 3 minutes, mais j'ai tenté. Non, on en a compris que la résilience pouvait être contagieuse, non? Ouais, je crois. Moi, je crois. Dans les deux sens.
dans les deux sens, parce qu'il y a aussi des personnes qui, mais on l'a dit tout au long de la journée, qui montrent des ressources et des capacités qu'on n'aurait vraiment pas imaginées. Et les intervenants de la table ronde l'ont tout à fait bien expliqué juste avant. Et c'est aussi ça qui peut faire que les équipes soient résilientes. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut aussi créer des organisations qui permettent la créativité. On nous demande d'être de plus en plus agile, on nous demande de donner des réponses de plus en plus personnalisées. Et ça nécessite que les gens trouvent en eux des ressources personnelles, des compétences spécifiques pour arriver à faire ça. Bien sûr. Alors, Elisabeth Damiani, comment... parce que le vrai problème en fait, de la résilience, c'est de bien vivre. Alors comment on vit bien quand on a mal vécu? Ça, vous avez 3 heures pour répondre à cette question. Aucun document n'est autorisé. Je vois que j'ai plus de marge que Lydie. Ouais. Merci Patrick. Je voudrais juste revenir un petit peu sur le mot ambition avec lequel vous avez attaqué cette table ronde comme étant un cap que l'on souhaite franchir. Moi, le mot que cela m'évoque et qui fait écho en moi, c'est le mot de désir. Plus que de parler d'ambition, parlons du désir des personnes. Et je pense que là, on se tapera moins dessus déjà, docteur. Moi, je suis passée par la souffrance de l'addiction alcoolique pendant 17 ans. Ça fait maintenant 20 ans que je suis abstinente. Et au cœur de mon alcoolisme se sont réveillés des troubles psychiques avec lesquels je vis aujourd'hui. Mon entourage a su éveiller en moi le désir de m'en sortir pour moi et pas pour le voisin, pour le bon Dieu en qui je crois très fort, pour ma petite maman chérie. Non, c'est mon histoire, c'est moi qui suis en cause, c'est ma vie dont il s'agit. Et ceux qui m'ont le plus aidé à prendre conscience de ça par rapport à ma maladie alcoolique, c'est un groupe de copains de la fac, de l'aumônerie. J'ai commencé à boire très jeune, c'est pour ça que je parle de la fac, parce que j'ai commencé à 14 ans et l'épisode que je vous raconte par rapport au fait de m'en être sorti, je devais avoir une vingtaine d'années. J'étais avec des copains de la fac de l'aumônerie dans une nuit de prière à Saint-Germain-des-Prés, qui est la paroisse des étudiants. Et ils viennent me voir à un moment de pause en me disant « il faut qu'on te parle ». Moi, je dis « franchement, on n'est pas là pour ça. » Si, on va s'inviter à dîner chez toi. Je dis « c'est peut-être pas le moment de s'occuper du botta mondain. Mais bon, allez-y, on réserve une date. Oui, mais ce sera pour parler de ton alcool. » Là, j'étais déjà beaucoup moins partante. Je voulais bien les recevoir chez moi pour un temps convivial. Mais pour parler de mon alcool, ça, c'était autre chose. Je dis ok, j'étais dans de bonnes dispositions, sous le regard de mon ange sûrement. Et je leur dis, bah, écoutez, on prend date et puis on verra bien de quoi on parlera. En gros, foutez-moi la paix, quoi. Ils viennent à la maison et ils sont arrivés avec un numéro du journal bien connu Top Santé sur l'alcoolisme, le numéro de téléphone des alcooliques anonymes, les coordonnées d'un addictologue. Enfin, ils s'étaient, comme on dit familièrement, ils s'étaient rencardés, ils s'étaient renseignés sur la question et ils voulaient me convaincre. Ils ont réussi, on a passé un dîner très sympathique, très agréable, et ça n'est qu'au dessert qu'on a parlé de tout ça. Et ils ont réussi à m'arracher une promesse qui était que peut-être, éventuellement, un jour, avec leur aide, je téléphonerai aux alcooliques anonymes. Vous voyez toutes les précautions que j'avais prises. C'était pas la promesse cash d'arrêter de boire et de m'en sortir. Parce que mon désir n'était pas encore mûr. Tout simplement. J'étais pas prête. Je n'ai été prête que plusieurs mois après, et encore, prête à cette première étape de prendre contact avec un groupe de malades de l'alcool. Et puis par la suite, j'ai, grâce aux alcooliques anonymes, eu 2 ans d'abstinence. Les alcooliques anonymes proposent un programme de rétablissement spirituel. Moi, je suis chrétienne, catholique. Je
je me suis accommodée de la spiritualité proposée par les alcooliques anonymes. Je l'ai assez aisément traduite dans ma vie religieuse. Et j'ai reçu, je le crois encore aujourd'hui, un appel à devenir moi-même religieuse. J'ai donc tout quitté pour entrer dans la vie religieuse avec 2 ans d'abstinence. Donc je pensais que j'étais suffisamment rétablie pour affronter un choc comme celui de la vie religieuse. Pas du tout. J'étais jamais passée par les soins médicaux et j'avais pas encore vraiment mesuré ce qu'était la résilience. Je m'étais pas suffisamment projetée dans le fait que c'était à moi de prendre ma vie en main et donc de changer ma posture par rapport à mon histoire. J'avais laissé mon entourage se faire l'interprète de ma vie. La vie religieuse, on ne triche pas avec. C'est comme avec les enfants. On est sincère ou on n'est pas. Moi, j'ai pas triché avec mes sœurs, mais j'ai pas triché, mais je suis retombée dans l'alcool. Le Mont Basillac qui servait de vin de messe était pas mauvais. Tant qu'à faire. Et mes sœurs ont réussi là où le groupe d'amis, vous vous souvenez, les copains de la fac, avaient commencé à travailler cette question-là. Mes sœurs ont réussi à faire naître en moi le désir de m'en sortir pour moi. Je l'ai payé un petit peu cher, on m'a demandé de quitter la vie religieuse. Mais j'ai gagné une lucidité, une franchise, une position claire, nette et précise. Et j'ai gagné mon abstinence que je vis maintenant de façon très libre et très heureuse. Mais il a fallu que je passe par les soins médicaux. Donc, la personne elle-même, en situation, elle a en main les outils pour prendre son histoire en main et pour se rétablir. J'aime bien ce mot-là, parce que pour moi, il a été dynamisant. Donc, je m'en saisis, mais j'entends ce que vous disiez, vous l'aurez compris. Mais il faut se faire aider. Moi, je suis accompagnée aujourd'hui par l'œuvre Falleret depuis 2011. Je travaille comme formatrice pair avec Alpha Psy, qui est un organisme de formation qui a été fondé par l'œuvre Falleret. J'ai un entourage familial aussi qui ne m'a jamais fait défaut. Et qui vous parliez, Lydie, des institutions. Je n'ai pas vécu en institution, j'y ai échappé, j'ai envie de dire. À part l'hospitalisation, dont certaines ont été incontournables, mais j'ai jamais vécu en foyer, parce que maman, au moment où j'aurais dû être orientée vers un foyer, m'a dit « hop, par ici ». Elle m'a prise chez elle pendant 8 ans. Donc j'ai eu la chance d'avoir un entourage familial costaud qui a toujours cru en moi. Moi, je ne croyais plus en moi. J'y arrivais pas. Et petit à petit, on m'a dit « on ne sait pas quand ni comment tu vas t'en sortir, mais on sait que tu vas t'en sortir ». Et petit à petit, cette foi que les autres ont mise en moi m'a aidé à me faire confiance, me refaire confiance, pour me saisir de mon histoire. Et aujourd'hui, je vis avec quelques souffrances psychiques qui sont traitées, qui sont prises en charge, dont je me saisis, dont je fais des outils. J'ai une boîte à outils, j'aime bien cette expression. Ça doit être mon côté bricoleur. Et je vis, non pas, tu m'as tendu la perche tout à l'heure, je vis non plus malgré mes souffrances, mais avec. J'en fais une force, quelque part. Sinon, je ne pourrais pas faire le métier que j'exerce aujourd'hui. Merci, Elisabeth. Donc, avoir confiance, se faire confiance, c'est une perche tendue vers vous, monsieur le proviseur de Guyenne d'Unglong. Alors, vous êtes proviseur, on a envie de dire oui, et alors, mais vous êtes aussi professeur de karaté, et donc vous avez un rôle d'éducateur. J'allais dire, vous avez la double casquette, parce que l'éducation, c'est pas uniquement aux heures scolaires et un coup de sifflet et soyez polis et ne fumez pas, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus profond qui apprend effectivement on a pris cette expression de Nietzsche qui est très belle, à devenir ce que l'on est, c'est-à-dire à comprendre ce que l'on est déjà et à avoir certainement moins peur, parce que c'est quand même assez effrayant la vie quand on réfléchit. On sait, généralement quand on est, on ne sait pas trop pourquoi on est là. Alors d'ailleurs parfois on ne comprend jamais pourquoi on est là et on sait qu'on va mourir. Entre-temps, on a un petit voyage à faire qui demande quand même qu'on se pose pas mal de questions.
Alors, je voudrais que vous nous parliez, vous, justement, de votre rapport aux élèves, parce que c'est pas ordinaire. Moi, les professeurs que j'ai vus, c'était plutôt, je sais pas, enfin, comment dire, je voudrais ne vexer personne, mais je veux dire que ce sont pas physiquement des gens impressionnants, si vous voulez. C'est-à-dire que bon, c'est plutôt, je sais pas comment définir ça. Je veux dire que quand on prend l'éducation au sens complet du terme comme vous le faites, ça veut dire qu'on met aussi ses mains dans le charbon, dans le cambouis, et que on n'a pas peur du contact, du vrai contact, en dehors des étiquettes avec les jeunes, avec ses élèves, avec les autres personnes. Je voudrais que vous nous racontiez votre parcours, comment vous est venue, j'allais dire, l'idée d'une connexion entre l'éducation à l'école et l'éducation autre, mais même si l'école y est pour quelque chose, bien évidemment. Et qu'est-ce que le karaté en particulier peut apporter comme sens que l'on peut donner à sa vie quand on est jeune, comme idée pour se grandir. Et puis alors, soyons clairs, pour réussir ses examens aussi, c'est pas idiot, hein, on est à l'école pour ça aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, là, j'entendais tout à l'heure parler d'être ambitieux, pas ambitieux, avoir des rêves, des projets. Je crois que moi j'interviens au niveau du lycée, donc déjà il y a beaucoup de gamins qui arrivent au lycée. Pour certains, ils sont pas mal abîmés sur pas mal de choses, hein, sur le plan personnel, par rapport à leur vie, par rapport à leur passé, par rapport à pas mal de choses. Et donc, mon objectif, quelque part, c'est de mettre toutes les conditions de bien-être importantes, nécessaires, pour que les gamins se sentent bien dans l'institution scolaire. Vous parlez tout à l'heure de l'environnement. Je crois que c'est important. Je crois que les autres nous aident à aller bien. Et je crois que mon rôle de chef d'établissement, de proviseur, c'est justement de créer toutes les conditions nécessaires pour qu'il y ait un climat serein, pour que les gamins déjà se sentent bien. Déjà dans un premier temps. Vous parliez tout à l'heure que parfois, vous dites qu'il y a des proviseurs qui ne vous impressionnent pas. Moi, je n'ai pas l'impression d'être impressionnant vis-à-vis de mes élèves. C'est pas ça. Je n'ai pas besoin d'être impressionnant. Je crois que c'est important que quand on est chef d'établissement, on a un rôle essentiel vis-à-vis des jeunes, surtout en 2018, par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Et c'est vrai que là, il y a des parents, des adultes. Je crois que beaucoup de personnes attendent de l'école qu'elle redevienne ce qu'elle est avant tout, une institution. Et justement, moi, de par ma façon de faire avec les élèves, effectivement, c'est peut-être pas courant en termes de fonctionnement pédagogique. C'est-à-dire que le matin, ils me voient en costard-cravate. Le soir, parfois, ils me voient sur les réseaux sociaux. C'est important. Et aussi, entre midi et deux, je suis à la cantine pour les voir aussi. Et puis, de temps en temps, à partir de 15h, je toque mon costume pour mon kimono pour les prendre en main. À la fois tous les niveaux, seconde, première, terminale. Seconde, pourquoi ? Parce que je crois que c'est important que les jeunes actuellement, il faut qu'ils aient quelque chose qui les attire aussi à l'école. Ça, je crois que c'est important. Que l'école, c'est aussi un bien-être. Et mon rôle, c'est ma conception de mon métier, c'est pas très courant, je vous l'accorde, c'est aussi de pouvoir que quand ils viennent au lycée, c'est de trouver autre chose aussi, d'autres réponses. Je ne suis pas seulement là pour punir, sanctionner, loin de là. Je suis surtout ici pour mettre un cadre institutionnel. Mais au-delà du cadre institutionnel, je crois que c'est aussi la valeur de l'école, de l'autorité, du respect chez eux. Je crois que c'est important. Et j'arrive un petit peu en prévention, si vous voulez, par rapport à ce qu'ils vont devenir plus tard. Moi, je pars du principe que si à l'école, et c'est vrai que moi j'arrive au lycée, c'est la fin des études secondaires, je pense que j'ai encore un rôle important pour que les préparer à l'avenir. Et souvent, ce qui leur fait peur, c'est justement c'est l'inconnu. On parlait d'ambition. Moi, je ne dis pas aux gamins d'être ambitieux. Oui, non, on va dire. D'accord ? Certains manquent d'ambition, alors qu'ils ont les capacités. Notre rôle avec tous les équipes pédagogiques, c'est de leur donner tous les outils pour qu'ils soient ambitieux, qu'ils peuvent réaliser leurs rêves. Et moi, de par mon parcours, et justement, je dirais que 30 secondes là-dessus, c'est que, vous voyez, je viens du Vietnam, j'arrive en France à l'âge de 6 ans,
bon, c'est vrai que je parlais le français puisque j'allais dans une école française, mais à l'époque, dans les années 70, quand on est un peu différent des autres, Dieu sait que c'était compliqué pour nous. Compliqué. Voilà. On était d'une famille nombreuse, on a 8 enfants. Et mon père, et c'est pour ça que c'est grâce à mes parents qu'on a réussi tous notre vie, il nous a toujours dit, ben, en France, vous arrivez, même si vous êtes français de nationalité française, on travaille. On travaille, on respecte la société, on respecte son maître d'école, on respecte les adultes, les règles. Et c'est grâce à votre travail, vous vous respectez vous-même, et c'est comme ça que vous pouvez réussir de par une condition un peu compliquée au départ, puisqu'on était quand même 8 enfants, moi j'étais boursier. Bon voilà, il n'y avait qu'un salaire dans la famille, et on a tous obéi à nos parents déjà, et à l'école, on travaillait, quelles que soient les difficultés. Hein, voilà. Et à travers ça, donc, j'ai toujours voulu, moi, devenir proviseur, pas pour devenir chef, hein, pas pour commander, mais au contraire, pour transmettre ce message-là à tous mes jeunes, tous les futurs jeunes, pour qu'ils puissent devenir de bons adultes. Je crois qu'on a un rôle important là-dessus. Je crois qu'il faut pour éviter aussi qu'ils dysfonctionnent, parce que ça, à l'âge de l'adolescence, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce qu'au lycée, on a ce qu'on appelle beaucoup de décrochage scolaire. Donc, je m'occupe en même temps, je suis responsable au sein de mon bassin d'éducation de ce qu'on appelle des réseaux focales, qui s'occupe de tout ce qui est décrochage scolaire. Et donc, au lycée, c'est plus des problèmes psy. Voilà, les gamins sont un peu perdus, sont des conditions de vie difficiles. Et à travers les conditions un peu de bien-être hein, que je mets en place avec toute mon équipe au sein de l'établissement, eh ben, ils vont venir à l'école. Pas forcément pour travailler comme on l'entend, mais ne serait-ce que d'être bien pour avoir tous les outils, pour se fixer des objectifs, pourquoi pas des ambitions. Et je crois qu'il faut qu'ils soient aussi ambitieux, mais pas ambitieux pour écraser l'autre, pour dire voilà, que je suis ambitieux, pour être ambitieux, c'est pas ça. C'est pour montrer au contraire qu'ils peuvent réussir dans ce sens-là, dans le mot ambition. Je crois que pour entendre le mot ambition, c'est ça. Et moi, j'en dis au contraire. Et je trouve que nos gamins, les élèves en général, ils manquent d'ambition. Ils manquent d'ambition alors qu'ils ont tout à fait les capacités. Et c'est ça qui les freine. Ils manquent de confiance en eux. Voilà. Et c'est pour ça qu'en même temps que le remettre un cadre via les cours d'initiation au karaté, la défense, etc., bientôt, la semaine prochaine, puisqu'on bientôt on va arriver au bac, régulièrement, tous les ans, je mets en place des séances de gestion du stress à travers la pratique d'un art martial, le karaté. Donc, je les mets en condition de stress à travers des exercices bien pratiques. Et après, dans la deuxième partie de la séance, on travaille plus un peu du travail de tai chi, de respiration, un peu sur le corps, pour qu'ils puissent apprendre à contrôler leur corps. Et au-delà de ça, ça leur permet de voir tout le potentiel qu'ils peuvent avoir pour réussir. Et justement, moi je crois toujours aux capacités des uns et des autres, et surtout aux jeunes. Tous les jeunes, tout le monde a des capacités. Et le souci avec les jeunes, c'est qu'ils ne savent pas les exploiter. Parce que justement, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas bien dans leur corps, dans leur état d'esprit, sur pas mal de choses. Et ils sont un peu perdus aussi. Ils ont besoin aussi d'un cadre. Et vous parliez tout à l'heure des arts martiaux. Et je crois que mon double discours, parce que le matin, quand je suis proviseur, c'est le cadre institutionnel. C'est comme ça ce patron, je suis désolé. Pour moi, ce n'est pas négociable. J'ai pourtant des gamins de 15 jusqu'à 22, 23 ans, des BTS. Je peux dire que les gamins, c'est comme ça, c'est pas trop bon. Voilà. Et puis après, je double ce discours-là quand je leur donne des cours d'initiation au karaté, aux arts martiaux, pour leur expliquer qu'est-ce que le respect aussi. Là, quand je suis professeur, entre guillemets, je ne suis pas sensei, je suis professeur de karaté. Pourquoi dans un dojo, on fait le salut avant le cours, après le cours? Pourquoi quand on travaille 2 par 2, il faut d'abord saluer son partenaire? Et ensuite, à la fin du travail, on re-salue. C'est tout ça, je le transfère aussi à l'école. Quand ils arrivent en cours, ils doivent déjà dire bonjour au professeur. Ils doivent attendre que le professeur leur demande de s'asseoir, Et je peux vous dire que tout le matin, quand je passe dans les couloirs, c'est respecté.
Je crois que c'est important, on a un rôle essentiel. Et c'est ça, et pour éviter justement que des jeunes voilà, ont des conduites un peu voilà, déviantes, etc., puis qu'ils sont dans un mal-être. Et puis c'est vrai que les jeunes, beaucoup, hein, pour certains, ils sont dans un mal-être. Je crois que notre rôle, c'est justement de les écouter, de croire en eux aussi. Je crois qu'il faut croire en eux. Voilà. Et c'est vrai que j'adore mon métier dans le sens que je travaille dans l'humain, moi. D'accord. Et je dis ça pour les élèves comme pour le personnel. Parce que j'ai quand même plus de 80 profs, plus de 120 personnels. Et c'est de mettre des conditions professionnelles sereines, de confiance, de respect mutuel. Et ce n'est pas parce que je suis chef d'établissement que j'ai droit de leur manquer de respect. Et je crois que je dois être à l'écoute de tout le monde. C'est important d'être à l'écoute de tout le monde et que chacun qui n'est pas bien puisse trouver à un moment donné une écoute, un réconfort et qu'il puisse reprendre confiance en nous. C'est ça. C'est ça, donc c'est véritablement le mieux-être. On est en plein dans le sujet aussi. C'est aussi l'apprentissage de l'effort, l'apprentissage du dépassement de soi, mais par rapport à soi, sans en tenir compte forcément. C'est aussi l'échange, parce que, je veux dire, le karaté, il faut être au moins deux. Enfin, je veux dire, on peut faire tout seul, mais c'est quand même nettement moins bien. C'est comme l'amour. Et ensuite, le respect. D'abord, le respect de soi-même. Tout à fait. Je pense que la plupart des gens qui sont en souffrance psychique, les jeunes en particulier, ne savent même pas ce que c'est que le respect d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils sont? Enfin, voilà, c'est tout le souci. Alors, pour en revenir, j'allais faire un jeu de mots, le rétablissement, c'est dans l'établissement. Bon, enfin, c'est un peu facile. Hein. Lacan s'est passé depuis longtemps, hein, ça fait plus recette maintenant. La question que je voulais vous poser à tous, c'est que on a bien vu en fait que il n'y a pas de modèle. S'il y en avait un, il y a des ressources. Il y a des ressources qu'on trouve en soi. Il y a des ressources qui viennent de l'accompagnement, on l'a dit, de la bienveillance, du cadre, des institutions. Les institutions, elles ne sont pas malveillantes. Les institutions, elles sont les institutions. Il faut des cadres pour toute chose. Et il ne faut pas uniquement se contenter du cadre. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Mais le cadre, c'est important aussi pour savoir comment on doit évoluer et les contraintes qui doivent être légères, mais elles existent quand même, qu'il faut respecter. Moi, ce que j'ai envie de voir avec vous, c'est cette résilience, comment on peut la provoquer, parce qu'il y a différentes manières de la provoquer, chez ceux qui ne savent même pas qu'elle existe. Il y a des gens qui sont en souffrance et qui attendent tout, ou qui attendent rien d'ailleurs, ça c'est pire, mais qui attendent rien du tout, donc ils n'obtiendront rien, hein, ça c'est évident. Et puis ceux qui attendent tout de l'extérieur, mais en ne se rendant pas compte que l'extérieur peut rien, s'ils ne sont pas à même d'écouter ce qui est en eux, ce que les autres peut-être leur disent, mais on a tous écouté nos parents, on s'en fichait 9 fois sur 10, mais après on se rend compte que finalement il y a des choses importantes qui sont dites. Comment on peut faire sienne des choses aussi importantes qui sont dites à l'extérieur, mais qui doivent avoir une résonance en soi? C'est par l'exemple, c'est par... je ne sais pas, vous voyez, c'est très compliqué comme question. Le mimétisme, enfin c'est la même chose que l'exemple d'ailleurs, oui. On a 3 jours. Oui, non mais là vous pouvez... Non, vous pouvez peut-être nous raconter des histoires sur des cas, parce que c'est difficile de parler en général, mais de ceux qui ont réussi. Elisabeth nous a expliqué ce qui s'est passé à un moment. C'est-à-dire qu'il y a un déclic, il y a quelque chose. Il n'y aurait pas eu ce déclic, il ne serait rien passé. On peut lui amener toute la littérature qu'on veut, elle s'en fiche totalement. Enfin, c'est pas qu'elle s'en fiche, je pense qu'on le comprend intellectuellement, mais on ne le comprend pas au fond. C'est quoi ce désir de changement? C'est ça surtout. On ne peut pas faire changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Enfin, même en lui tapant dessus, on n'y arrivera pas. Hein. Oui, Elisabeth? Dans le cadre de ma vie sans alcool, j'accompagne des malades de l'alcool depuis 15 ans et leurs familles vers leur rétablissement. Pas le mien, le leur. Tout mon travail consiste non pas à dire à la personne « t'as un problème avec l'alcool, faut que tu te soignes, t'iras mieux après ».
Ça sert à rien, ça. Fais comme moi, t'as vu, moi j'ai réussi, donc tu peux le faire. Ça change déjà un petit peu, mais c'est toujours pas assez. Il faut que j'amène la personne. Alors il y a différentes techniques, mais il faut que j'amène la personne à dire je veux arrêter de boire, j'ai un problème avec l'alcool, je n'y arrive pas tout seul, j'ai besoin d'aide. Vous voyez, c'est tout un changement de posture. Et je crois que le rôle des accompagnants, quel qu'il soit, que ce soit le psychiatre, que ce soit le proviseur d'école, la directrice d'une institution ou un petit pèlerin qui essaye de faire de son mieux, je crois que c'est vraiment ça, c'est d'amener l'autre à son propre désir. Mes parents m'ont jamais dit on voudrait que tu sois médecin, on voudrait que tu sois magistrat. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu aimes, vers quoi as-tu envie d'aller. Ils m'ont fait grandir dans mon désir. Ma petite sœur aussi. Je pensais pas qu'un jour je serais formatrice père, mais bon, c'est mon métier aujourd'hui et j'en suis très heureuse. Mais tout ça pour dire qu'il est vraiment très important d'accompagner les personnes, quelle que soit la posture qu'on ait vis-à-vis d'elle, mais d'accompagner la personne vers son désir. Quand on a une posture de soignant, on ne peut pas obliger la personne à se soigner. Vos patients, s'ils ne veulent pas prendre leur traitement, ils ne les prennent pas. Heureusement que c'est pas que en prenant des traitements qu'ils se soignent. Tout à fait. Heureusement, oui. C'était un peu réducteur, j'en conviens. Merci. Eddy. Ouais, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais ça va revenir. Ce que je voulais dire, c'était le proviseur, comme Elisabeth, comme Carmen, dans la table ronde précédente, on a beaucoup parlé de désir, de susciter du plaisir. Moi, je crois que ça passe aussi par là. Pour moi, la résilience, c'est pas un état avant et un état après. C'est pas on va pas bien, on a un déclic, après on va bien. Enfin, en tout cas, moi, pour les personnes qu'on accompagne à la masse du docteur Arnaud, c'est assez fluctuant. Et le fait de leur donner un espace où ils vont trouver un lien, des liens de proximité avec les personnes, des liens qu'ils trouvent agréables, des activités qu'ils aiment. Alors, pas forcément l'activité qu'ils aiment, parce que c'est souvent la personne qui anime l'activité qui est importante pour eux et ce qui va se passer entre eux. C'est aussi ça, moi, je pense, créer de la résilience dans un service ou dans une institution. Et quelque part, ça passe par une proximité et par des liens affectifs. Enfin, vous savez, pendant beaucoup d'années, on se disait, je parle sous contrôle d'un psychiatre aussi, il ne faut pas s'attacher aux patients. Moi, j'y crois pas à ça. J'ai fait des années de soins palliatifs. Toutes les fois où j'ai accompagné des gens en fin de vie, j'ai pleuré. Et je crois que c'est aussi un peu pareil quand on noue des liens forts avec des gens qui ont des troubles graves de santé mentale. On doit être au clair avec ses propres émotions et être au clair avec les liens qu'on noue. Et c'est aussi ça qui fait que les gens, des fois, ils attrapent quelque chose où ils vont mieux. Puis des fois, ils n'ont pas envie, ils ne le font pas. Mais en tout cas, moi, l'expérience que j'ai, c'est souvent ça qui fait que notre propre envie leur donne aussi envie à eux. Pour reprendre un mot qu'on a employé à la table d'avant, c'est la question de l'engagement. Une des très belles choses qu'amène l'idée du rétablissement, c'est l'idée que finalement, pour aller mieux, certes, parfois il faut des médicaments ou des choses comme ça, mais qu'il faut surtout de l'espoir et compter pour quelqu'un. Parmi les choses qui ressortent des témoignages des personnes, et votre histoire en est vraiment le témoignage. Et je pense que le proviseur qui montre cet engagement-là, montre que on n'est pas un numéro. Pour moi, les proviseurs, c'est quelqu'un qui est loin, qui est pas quelqu'un d'engagé auprès de moi. Et je pense que ce que vous racontez, c'est ça. Et je pense que même si ça fait pas tout, ça envoie ce message-là. Je crois que oui, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai toujours dit, j'ai un établissement de 1000 élèves, un peu 1000 élèves et étudiants. Chacun est important. Pour moi, j'ai toujours dit, quand j'ai des gamins en entretien, vous n'êtes pas un numéro matricule sur une table. Vous êtes un jeune homme, une jeune fille, c'est un... Et je rebondis sur ce que vous avez dit. Et c'est vrai que mon rôle est important par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, on doit donner l'exemple à travers tout ce que j'ai dit, à travers mon parcours. Quand j'ai un gamin en entretien qui va pas bien, pour X raison, il va pas bien parce qu'il décroche, pour X raison, il n'a pas le moral, voilà. C'est un peu sombre. Je passe par mon exemple. J'ai écouté, vous voyez comment la place où je suis maintenant, et je vous dis en 5 minutes
quel est mon parcours. Eh ben, le gamin, il y a des réactions du gamin, il y a un déclic dans sa tête. Il dit, ah oui, en effet. Hein. Moi, j'y crois beaucoup à l'exemple aussi. Je ne lui demande pas d'être comme moi, c'est pas du tout ça, bien sûr, mais je dis qu'à travers mon vécu, les obstacles, comme je leur dis toujours, hein, le but pour vous, c'est d'aller en haut de votre montagne. Chacun en haut de sa montagne. Mais il y a plusieurs chemins possibles pour aller grimper dans cette montagne. Moi, j'ai pris beaucoup de petits chemins. J'ai mis longtemps à grimper sur ma montagne. Mais après, quand je suis dessus, ben, qu'est-ce que la vue est belle. Qu'est-ce que la vue est belle. Et vous aussi, vous pouvez y aller. Prenez votre temps. Faites des pauses aussi. Vous pouvez faire des pauses. Hein, c'est ça. Et l'exemple, c'est important. Et après, je crois que c'est aussi de les soutenir. Je crois que quand, moi, en tant que chef d'établissement proviseur, je dis à mon gamin, mais je crois en vous. Je crois en vous. Souvent, les gamins, vous parliez tout à l'heure, ils ne croient pas en eux. Ils ne connaissent pas leurs capacités et puis ils ont une mauvaise image, une mauvaise estime d'eux. Parce que et c'est vrai qu'à travers ça, parfois, je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure, dans un entretien un peu compliqué, où le gamin décroche, je leur dis, mais bon, je ne vous demande pas quel métier vous voulez faire, c'est pas ça. Je leur dis, qu'est-ce que vous avez comme rêve d'enfant? C'était quoi votre rêve d'enfant quand vous avez 4 ans, 5 ans, 10 ans? Ben, le gamin me dit, parce que des fois, le gamin dit, ben non, moi j'aime pas l'école. J'aime pas, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas. Je lui dis, non, attendez, on va se calmer. Vous avez forcément quelque chose, un domaine, n'importe quoi. Vous dites, écoutez, moi j'aime bien écouter la musique. C'est simplement ça. Vous me dites quelque chose. Et à partir de là, je prends cet élément-là, et ben je développe sur ce qu'il pourrait faire, sur ses compétences. Je lui dis, regardez, vous voyez, là, vous faites de la musique. Et je trouve que c'est très, très intéressant. Vous avez des capacités. Et vous voyez, à part la musique, il y a des choses que vous pouvez faire, etc. Ah oui, le gars, en fin de compte, oui. En fin de compte, je ne suis pas si idiot que ça. Je sais faire des... Et je crois que c'est important que chaque individu, et surtout au niveau des jeunes, il faut qu'ils se connaissent eux-mêmes avant. Et je crois qu'il y a un manque de connaissance de leur capacité. Et voilà, ils ont tous... Pour moi, j'y crois beaucoup, beaucoup, aux capacités de chaque jeune. Chaque jeune a un potentiel. Et à nous, adultes, au sein du cadre scolaire, de les coacher, de les manager, de les soutenir, de les guider aussi. On revient sur les arts martiaux, je suis aussi quelque part comme dans un professeur d'arts martiaux, on leur montre la voie, mais c'est eux qui font. On leur montre un peu le chemin, mais c'est à eux de monter sur cette montagne. Voilà. Bien sûr. Est-ce que vous avez déjà vu, alors vous bien sûr, mais la question est ouverte à chacun, de vraies transformations, c'est-à-dire de gens qui finalement pensaient ne pas être capables de donner un sens à leur vie, d'être simplement heureux. On ne va pas chercher, c'est quand même mieux d'être heureux que toute la journée. Moi, je dis toujours à mes enfants, j'aurais dit longtemps que la plus grande injustice, c'était le temps, parce que tout le monde a 24 heures dans une journée. Et seulement tout le monde n'en fait pas la même chose. Et que de perdre son temps pendant 24 heures, c'est-à-dire, on peut perdre son temps à rêver, ça c'est pas gênant, mais perdre son temps, c'est-à-dire maudire la vie, etc., ça ne nous mène nulle part, et de toute façon, ça raccourcit le temps qui nous reste, alors que ce temps pourrait peut-être l'utiliser à être heureux, à être utile, à être, je sais pas, enfin on trouve son bonheur où on peut, enfin, à partir du moment où on l'éprouve. Est-ce que vous avez vu des transformations déjà comme ça? Moi j'ai un exemple, une image qui me revient en mémoire. C'était pendant ma première cure pour me sortir de l'alcool. Je dormais pas la nuit, j'étais en hyperexcitabilité, j'allais pas bien, donc je squattais le bureau des infirmières. Et dans le bureau des infirmières, il y avait une porte vitrée qui communiquait avec une chambre dans laquelle était un collègue, un copain, j'ai envie de dire, qui avait un sevrage difficile, qui était en plein délirium tremens, qui demandait donc à être surveillé médicalement en permanence. Je l'ai un petit peu observé, puis pas trop, parce que je n'aimais pas le côté voyeur. C'était pas mon rôle à moi de le surveiller. Et puis, la nuit se passe, la journée du lendemain se passe, j'y pense plus, je suis là pour moi. Donc, je pense plus trop à ce que j'ai vécu la nuit. Et 2 jours après,
un nouveau patient qui débarque. Alors on l'accueille évidemment, on lui fait un peu les honneurs de la maison, il nous dit mais ça va, je connais la maison, ça fait 48 heures que je suis là. T'étais où? Et c'est là où j'ai fait le rapprochement. Je ne l'avais pas reconnu tellement en 48 heures, son visage s'était transformé et avait retrouvé une forme. Il y avait encore du chemin à faire, mais déjà quelque chose qui ressemblait à un peu de sérénité. Et ça, c'est... Oui, je vais le dire, c'est miraculeux. Ça, c'était celui qui était derrière. Oui. Oui, non, effectivement. Oui. Moi, j'ai un exemple justement de. C'est pas pour aller vers un mieux-être psychique. Un garçon d'une timidité, mais absolument maladive. Il vous regardait même pas. Il parlait quasiment pas. Donc scolairement, c'est un peu compliqué. Bien sûr, martyrisé par les autres. Il y a toujours ces rapports stupides de force, surtout chez les gamins qui sont quand même beaucoup plus cruels qu'on veut bien le croire, vous le dire. Et son père, désespéré, vient un jour, je le vois venir un dimanche matin, un cours de kendo que je donnais, donc de sabre, et il montre ça à son fils, il dit « tu veux pas ?» Le fils, il dit ni oui ni non, il dit rien, il n'existe pas. Donc je l'ai pris, je lui ai dit écoute si ça te plaît pas c'est pas grave, mais voilà, je l'ai pris pendant 6 mois. Au début c'était très dur, parce qu'au début il avait absolument aucune consistance, je parle même pas d'agressivité, hein, donc de consistance. Et au fur et à mesure, toute l'éducation ça a consisté à, comme c'est en groupe c'était assez facile, à le faire crier. C'est un garçon qui n'avait jamais parlé, c'est-à-dire qu'il a émis des sons, mais il n'y a que lui qui les entendait, les sons. Je ne veux pas, merci. Donc forcément, c'était mal perçu. Et au kendo, vous êtes obligé de crier. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà vraiment crié. C'est extrêmement difficile de crier, sauf quand on est en colère, mais c'est pas ça. C'est crier pour passer au travers. Non, 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 pas là, parce que ça peut casser des choses. Non, mais sans déconner. Hein. Donc, puis c'est très fatigant, parce que c'est un engagement total. C'est-à-dire que le corps est projeté. Donc, il a réussi. Au début, c'était des cris un peu mignons, on aurait dit un chiot, quoi, bon. Et de plus en plus. Et au bout de 6 mois, il s'est mis vraiment à crier normalement. Et à partir du moment où il a crié normalement, il n'avait plus le même visage. C'est-à-dire il est devenu un peu lumineux, quoi. C'est-à-dire qu'il existait et on entendait ce qu'il disait et il répondait. Et scolairement, il a fait des progrès puisqu'il levait la main en classe avant, il s'était mis au fond, il parlait pas, hein, on lui demandait rien de toute façon. Au bout d'un moment, je comprends aussi les profs, c'est difficile, il y a une classe, vous pouvez pas vous occuper de, bon, voilà. Et voilà, ça c'est une transformation. Et ça, c'est allé à partir de pas grand-chose finalement, mais ça rejoint ce que vous disiez. La confiance en soi, il savait même pas qu'il avait lui, qu'il était quelqu'un. Donc c'est et puis au bout d'un moment, le fait de quand vous prenez des coups de bambou, enfin ça fait pas mal, hein, il y a une armure sur la figure, vous avez une réaction, c'est-à-dire que vous apprenez aussi à gérer l'autre et vous apprenez aussi à vous confronter à lui uniquement avec les yeux. C'est important les yeux. À vous confronter avec le geste, à avoir parfois vous perdez, parfois vous gagnez, c'est pas très important, mais vous êtes toujours digne et vous existez et vous existez beaucoup dans le regard de l'autre aussi parce que vous n'êtes pas tout seul. Il suffit d'un petit instant, on se regarde comme ça pendant longtemps, puis bam. Donc c'est très particulier. Il s'est libéré. Il s'est libéré. Et ensuite, il a fait des études universitaires brillantes. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit faire du kendo. Hein. Je veux dire que ça peut être avec le pinceau, ça peut être avec... Mais ce qui est important, c'est ce truc qui sort à un moment. Et on doit l'avoir dès lors que on est tous plus ou moins en souffrance. Je veux dire que, bon... moi, je ne crois pas vraiment au hasard dans la vie. Je pense qu'on rencontre des gens qu'on doit rencontrer, pas forcément au bon moment, mais on les rencontre. Il suffit d'être prêt à les rencontrer. Et on arrive à développer finalement ce qu'on doit développer. Et toute la souffrance, ça consiste à le nier, à ne pas vouloir accepter ça. C'est-à-dire à ne pas vouloir finalement avancer, parce que c'est vrai que ça demande un effort. Mais l'effort, c'est agréable aussi. Quand on a des résultats, je veux dire, c'est tout un... Voilà, donc je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, mais je pense que c'est ce que vous êtes en train de dire aussi, que finalement,
Peut-être que l'ambition pour un mieux-être psychique, c'est une ambition pour soi déjà, c'est une ambition pour soi-même, une ambition déjà de se reconnaître comme étant vivant et comme ayant la même valeur que les autres, ni plus ni moins. Mais en tout cas, c'est un terme économique, mais que j'aime bien. Je trouve qu'on a une valeur d'échange. Alors, un petit peu comme la monnaie, mais sauf qu'on est tous des monnaies dominantes. C'est-à-dire que finalement, on ne peut rien obtenir si on n'est pas capable d'apporter aussi. Et donc, il faut déjà se libérer pour pouvoir vivre comme on doit le vivre, c'est-à-dire dignement et avec une forme de plaisir et toujours tendre la main aux autres. Mais quand on souffre, effectivement, c'est difficile de tendre la main. Donc, il faut, encore une fois, on revient toujours à ça, se libérer déjà de cela. Je trouve que c'est important. Alors, c'est la résilience, le moteur du rétablissement, bien compliqué au bout de cette journée. Je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à tout, mais je crois qu'on a à peu près senti, c'est ça le plus important, plutôt que conceptualiser. Parce que conceptualiser, je veux dire qu'on pourrait... il y a des écoles pour ça, hein, puis c'est bien sûr, c'est utile, mais est-ce que c'est en conceptualisant qu'on se sent mieux? Je ne sais pas. Je pense que c'est grâce aux rencontres et c'est grâce au petit bonhomme ou à la petite bonne femme qu'on est vraiment au fond, quoi, qui a finalement besoin d'être aimé et d'aimer. C'est aussi un tarte à la crème que ça, quoi, non? Enfin, je ne sais pas. Pourquoi tarte à la crème? Parce que ça fait... C'est vrai que ça a été un peu on va danser galvaudé. avec des fleurs autour, là, comme ça fait un peu con, quoi, d'accord? Ça fait un peu bisounours. Ouais. Mais moi, je crois profondément en l'amour avec un A majuscule. Et pour accompagner quelqu'un et tendre la main à l'autre, quel que soit son état, quelle que soit sa souffrance, faut d'abord le regarder avec les yeux de l'amour et le regarder comme une personne et pas comme un numéro de chambre, un numéro de sécurité sociale, une pathologie, un numéro de dossier, mais comme une personne. Et ça passe par des choses très simples. Lui donner son nom et son prénom. Alors, respect, voilà. tout simplement. Respecter la personne qui est en face de vous, quel que soit son positionnement, quel que soit est-ce que, pareil, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, un élève, un jeune pour moi, le message que je leur donne tout le temps à la rentrée, c'est que je me dois de vous respecter. C'est pas parce que je suis proviseur que j'ai le droit de vous manquer de respect. Je vous dois le même respect que vous avez le respect pour tous les agents. Et pareil pour les agents aussi, pour les personnels qui travaillent dans un établissement scolaire. Comme je dis toujours, le chef d'établissement, il est en haut de la pyramide. C'est grâce à tous ces agents, et notamment ceux qui sont à la base, hein, les profs, etc., que je tiens sur la pyramide, que je fais le bout quelque part, entre guillemets. Voilà. Parce que s'ils ne sont pas là, bien sûr. Eh ben moi je tombe. Voilà. Et je crois que c'est important, je pense que c'est ce mot respect, et j'ai passé ça fait le tout, mais je crois que déjà si les personnes se sentent respectées, et connaissent elles-mêmes et se respectent elles-mêmes aussi, je crois que c'est important. Et on peut peut-être enlever pas mal de problèmes psy, on va dire ça comme ça. Oui. D'accord. Je crois que c'est Bien ça. sûr. Ce sont les autres qui vous donnent l'autorité. En fait, ça ne se décrète pas, Oui. l'autorité. C'est parce que vous l'acceptez. Donc, Oui. c'est... ça. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, donc, comme je dis, j'ai pas besoin de crier pour me faire obéir. C'est un peu comme dans les arts martiaux. Vous regardez quelqu'un. Moi, quand je regarde un élève, même il est au fond du couloir, si jamais par malheur il a la casquette, il sait tout de suite ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai pas besoin de... Voilà. Non, c'est vrai. Bien sûr. Non, mais c'est très bien. Et c'est important, je crois que c'est ça. On n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de... Voilà. Celui qui crie pour avoir de l'autorité, c'est pas ça. Donc, je crois que c'est important que, du moment que la personne en face sait que vous le respectez, automatiquement, il vous respecte. Et je crois que c'est important, et ça règle beaucoup de choses. Je crois que quand les gens sont respectés, je crois qu'ils développent mieux leur potentiel les uns les autres. Je crois. Il me semble. On est arrivé à la fin. Juste si vous deviez résumer l'ambition pour un mieux-être psychique. Alors, vous nous avez parlé de la résilience, et la résilience pour tous. Ouais. Mais voilà, en 2 mots. Ouais. Ouais, moi, j'ai pas beaucoup le droit là. Non, mais je le fais exprès. D'accord. Depuis que je suis tout petit, comme ça, je suis très méchant. Oui, j'ai des comptes à régler. Non, mais de toute façon. Non, aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a parlé de transformation et
la résilience, quand les gens vont mieux, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que dans la maladie psychique et surtout dans les troubles graves de santé mentale, il y a beaucoup de moments où ça ne va pas bien. Et c'est là aussi que les équipes ou les organisations doivent rester résilientes pour continuer, malgré le fait que des fois on peut vivre ça comme un échec pour la personne, pour tout ce qu'on a mis en œuvre, et qu'il ne faut pas oublier justement les transformations positives, même quand ça va très mal. Et c'est là le vrai défi, moi je pense. Le défi, il n'est pas quand les gens ils vont bien, quoi. Le défi, il est quand les gens ils vont pas bien du tout, quoi. Bien sûr. Julien Fousson, le mot de la fin. Ça, c'est déjà un mot, hein, donc... Je voudrais insister sur cette idée d'étiquette, comme quoi finalement tout peut devenir piège, tout peut devenir étiquette. Vous disiez les théories, est-ce qu'on en a besoin? Oui, on en a besoin tant qu'elles n'enferment pas les gens et qu'elles nous permettent de penser autre chose. Voilà, moi quand je me réfère à certaines théories, ça m'aide à voir la personne différemment et à retrouver la personne en elle derrière tout ce que sinon on verrait. Et voilà. Bien, merci. Je pense qu'on peut les applaudir pour ce bel exercice. Demain, on se retrouve à 12h. Le thème de la journée, c'est parcours professionnel, santé mentale en entreprise. Déni, rupture, sensibilisation ou prise en compte. Tout un programme. À demain. Merci.